Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il y a une petite salle qui s'organise à côté. Ceux qui sont debout, soit restent là sans problème, ou alors effectivement pour s'installer là-bas. Je vous remercie beaucoup déjà d'être ici. On a la chance d'être dans ce bel auditorium et donc au Figaro, qu'on remercie également tout spécialement pour ce bel endroit. Aujourd'hui et ce matin, on va célébrer les podcasts avec le geste, car le podcast, justement, on va le célébrer sous toutes ses formes, qu'il soit justement live, que ce soit un format de rattrapage diffusé préalablement sur une radio ou sur un autre format, ou qu'il soit natif, comme on dit, avec une création de contenu dédié. Nous allons d'ailleurs voir dans l'étude que nous avons fait réaliser par l'Institut CSA combien le podcast est un format qui plaît aux différentes populations, que son expérience est unique par rapport à tous les autres médias et surtout que ses perspectives d'avenir sont fortes. La CPM est devenue l'organisme de référence du contrôle de la data des médias. Cette donnée, une fois collectée à la source, que l'on appelle log, est certifiée. Elle est contrôlée, certifiée par l'organisation. Une fois cette donnée certifiée, elle vient irriguer et construire les mesures du marché de l'ensemble des médias. C'est d'ailleurs en cela que Médiamétrie a récemment choisi de s'appuyer sur l'expertise data de la CPM et de ses algorithmes de contrôle pour sa propre mesure des podcasts. Et on s'en réjouit de travailler en collaboration avec eux. On souhaitait donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, par le biais de cette étude que vous verrez qui est positive et très rassurante justement pour l'avenir des podcasts, on souhaitait remercier tous les studios, tous les éditeurs, toutes les stations de radio et aussi les plateformes de diffusion qui s'impliquent pour donner au marché justement une vision claire et transparente de ce qu'est le podcast en France, qui donc adhère à la CPM, qui est cette organisation de tiers de confiance justement du marché des médias, pour fournir justement au marché publicitaire des chiffres crédibles, comme je l'ai dit, contrôlés et transparents, qui sont bien évidemment un gage de qualité et de crédibilité pour les annonceurs, et c'est bien à eux qu'on dédie justement nos travaux. Voilà, je suis ravi d'être là. Je je suis comme vous impatient de découvrir justement. Hop, il n'y a pas de petit slide, c'est de l'autre côté. Voilà, bien sûr. Donc je suis ravi justement de découvrir les insights de cette étude. Pour cela, j'appelle Valérie Baudot, donc Chief Consulting Officer à l'Institut CSA, et Marie Stoffel, qui est la responsable de la communication de la CPM. Merci à tous et bonne conférence. Bonjour à toutes et tous. Donc nous sommes ravis de vous présenter ce matin avec Marie les résultats de la nouvelle étude ACPM-CSA sur le podcast en France. Donc comme l'a dit Jean-Paul, l'étude s'intéresse au podcast dans sa globalité, à la fois replay radio et le podcast natif, à la différence d'autres études que CSA a pu réaliser, que vous connaissez peut-être, à l'occasion du Paris Podcast Festival, qui, elle, s'intéresse seulement au podcast natif. Là, on est vraiment sur l'ensemble de l'écosystème. Donc l'étude, elle est réalisée auprès de l'ensemble des Français et elle vise à dresser un panorama détaillé des usages, à connaître les profils de l'audience et à identifier les bénéfices pour une marque de communiquer sur ce média. En termes de méthodologie, on a interrogé 2000 Français âgés de 18 ans et plus, donc représentatifs. Parmi eux, 900 personnes sont auditeurs de podcasts. Et l'étude a été réalisée en ligne sur le panel CSA au mois de novembre dernier. Et donc, je donne la parole à Marie pour démarrer sur la première partie qui concerne le panorama des usages. Donc, merci Valérie. Effectivement, donc là, c'est une synthèse de l'étude que vous allez voir ce matin. L'étude complète sera disponible sur le site ACPM à la fin de cette conférence, donc à 10h30. Donc ceux que ça intéresse de voir dans le détail, n'hésitez pas à la télécharger sur notre site.
Effectivement, on a décidé d'axer là la présentation sur 2 grands axes. Donc, dans un premier temps, le panorama du podcast en France que je vais présenter, et dans un second temps, les opportunités et perspectives pour le podcast en France que Valérie vous présentera. Donc, concernant le panorama du podcast en France, dans un premier temps, on s'est effectivement attardé sur la notoriété du podcast. Et ce qu'on a analysé, c'est qu'aujourd'hui, 94% des Français ont déjà entendu parler du podcast. Dans le détail, c'est 64% d'entre eux qui savent ce que c'est et peuvent en parler, et 30% qui ne savent que de nom. Ce qu'on observe aussi, c'est que les podcasts issus de la radio replay bénéficient d'une légère notoriété supérieure en termes d'audience aussi, à 79%, que les podcasts natifs à 59%. En termes d'écoute et de fréquentation de consommation, c'est 44%, soit 2 Français sur 5, qui écoutent aujourd'hui des podcasts. C'est un format qui séduit par sa diversité et fidélise son public. Donc il y a 64% de ces auditeurs qui écoutent au moins une fois par semaine le contenu audio, donc leur podcast natif ou replay. Et ce qu'on observe aussi enfin dans le détail, c'est que les podcasts natifs ont une audience qui est particulièrement engagée, car c'est 73% d'entre eux qui les écoutent chaque semaine, contre 49% pour les podcasts replay radio. Ensuite, on a vu donc la notoriété du podcast par âge. Ce qui est observé ici, c'est que les podcasts ils bénéficient donc d'une forte notoriété et d'une large audience chez les 25-34 ans. C'est un attrait qui reste présent, mais qui décline effectivement avec l'âge. Sur les différentes pratiques donc, de consommation, on voit que les replays radio attirent plus d'auditeurs que les podcasts natifs, donc 38% pour les replays radio et 27% pour les podcasts natifs, notamment parce que les amateurs de radio sont des grands consommateurs de contenu à la demande. On voit qu'en développant leurs podcasts, les radios elles élargissent leurs audiences et elles attirent des nouveaux auditeurs. Les replays radio ils bénéficient d'une forte notoriété et sont souvent écoutés par des amateurs de podcasts natifs. En revanche, ce qu'on a observé dans l'étude, c'est que les adeptes de replay radio restent souvent fidèles à ce format sans forcément explorer le podcast natif. Sur les auditeurs mixtes, donc les 21% que vous voyez ici, donc c'est ceux qui écoutent à la fois des replays radio et des podcasts natifs, on voit que 55% des podcasts écoutés sont des replays radio et 45% sont des podcasts natifs. Qui sont ces auditeurs de podcasts ? Donc là, dans l'étude, ce qu'on voit, c'est que c'est un profil qui est légèrement plus masculin, donc à 52%. Ce sont des jeunes, donc là la moyenne d'âge est à 45 ans, issus de CSP+, vivant dans des milieux urbains. Ils sont très connectés, donc notamment aux réseaux sociaux, et ils sont surconsommateurs de médias, donc presse, radio et télé en replay. C'est un public qui est connecté, qui est curieux aux pratiques culturelles qui vont être variées. Concernant les supports et les accessoires d'écoute, donc là ce qui est observé, c'est que le smartphone, c'est le support clé d'écoute des podcasts. Il est le principal support d'écoute, surtout ce qu'on voit dans le détail de l'étude, c'est que c'est sur les moins de 50 ans. Et on voit que chez les plus de 65 ans, eux privilégient davantage l'ordinateur. C'est un auditeur sur 2. Ensuite, l'écoute, elle varie entre donc, le casque, écouteur et haut-parleur, c'est en fonction des contextes, donc à 45% et à 44%. Et enfin, donc, c'est une écoute qui est souvent solitaire, très répandue, qui favorise l'immersion et la concentration. Sur les lieux d'écoute du podcast, donc c'est une écoute entre maison et mobilité, majoritairement à domicile, donc comme là on voit à 88% d'entre eux, mais c'est quand même près de 6 auditeurs sur 10 qui écoutent des podcasts en mobilité. Le smartphone, casque et écouteur est donc le combo idéal pour une écoute qui est nomade et souvent solitaire. Donc ce qu'on voit sur le podcast, c'est que c'est une pratique qui est flexible et qui s'adapte aux différents modes de vie. Enfin, sur cette première partie, sur la durée d'écoute des podcasts, c'est des formats qui sont adaptés donc à chaque auditeur. Les podcasts courts de moins de 15 minutes dominent et sont plébiscités par 53% des auditeurs. 34% préfèrent les épisodes de 15 à 30 minutes, tandis que 35% optent pour des formats qui sont plus longs. Ce qui est observé aussi, nous, dans l'intégralité de l'étude, c'est qu'en général, les formats de 35%, c'est privilégié par les plus de 50 ans. Donc, ce qu'on peut définir, c'est qu'effectivement, le podcast propose une diversité, s'adapte au rythme et aux préférences donc, de chacun. Et pour la deuxième partie, je laisse Valérie vous présenter les opportunités. On va maintenant s'intéresser à une deuxième partie consacrée aux opportunités et aux perspectives d'évolution pour le podcast pour demain. 56%, c'est le nombre de non-auditeurs de podcasts.
Donc, c'est les personnes qui n'écoutent pas encore de podcast. Donc, vous voyez que ça représente un gros potentiel à explorer. Et parmi les freins les plus cités, c'est tout simplement un manque d'habitude, en fait, un manque de réflexe pour aller vers ce média, pour 41%. Qui nous déclarent qu'ils n'y pensent pas ou tout simplement ils ne savent pas comment faire. C'est plus souvent les seniors qui évoquent ce frein. Il y a également des personnes qui ont davantage le réflexe radio en direct. 26% nous déclarent préférer écouter la radio. Mais on voit qu'il y a peu de réflexes, qu'il y a peu de freins liés au contenu en lui-même. C'est plus un manque d'habitude et un manque de réflexe sur ce média. On a demandé aux auditeurs de podcast Replay Radio s'ils écoutaient les mêmes contenus aussi en direct à la radio. Et oui, 70%, donc une très large majorité, écoutent les mêmes contenus aussi en direct à la radio. Donc on voit que c'est vraiment un prolongement de la radio pour pouvoir écouter les émissions qu'on ne peut pas écouter en direct. Et également, c'est aussi un moyen de toucher une audience additionnelle. Et là, c'est surtout chez les jeunes, puisque 30% nous déclarent écouter exclusivement en podcast les contenus de Replay Radio et pas en direct à la radio. Et ça, c'est un comportement qui est majoritaire, enfin qui est renforcé chez les moins de 35 ans, qui sont 37% à déclarer être exclusivement sur le podcast de Replay Radio et pas en direct à la radio. C'est un public également, on l'a vu, qui est curieux, qui a des pratiques culturelles riches, on l'a vu en introduction, et qui est aussi avide de nouveaux contenus, qui aime découvrir régulièrement de nouveaux podcasts à écouter. Donc 56%, plus de la moitié, est régulièrement en recherche de nouveautés. Donc on voit que c'est vraiment une audience qui est premium et qui est curieuse, avide de découvertes. D'ailleurs, les portes d'entrée vers les podcasts, elles sont multiples. C'est d'abord la recommandation de son cercle social en premier, qui permet de découvrir des nouveaux podcasts à écouter, mais c'est aussi les autres médias qui sont une porte d'entrée vers le podcast, et notamment le média radio pour 31%, également les réseaux sociaux ou encore les applis dédiées de podcast ou de streaming musical. Donc on voit que les autres médias sur lesquels les habitudes sont bien ancrées représentent aussi une porte d'entrée vers le podcast. On a vu précédemment avec Marie que l'écoute de podcast, elle était vraiment protéiforme, variée en termes de lieu, en termes de format d'écoute, en termes de support. C'est également le cas en termes de sujets, les sujets qui intéressent le plus. Donc on a testé dans l'étude complète une multitude de sujets. Là, on vous affiche le top 10, c'est-à-dire les sujets qui intéressent entre 50 et 75% de l'audience. Donc les sujets les plus consensuels, ce sont la culture générale, l'actu, l'histoire, la musique, l'humour, le divertissement, les sujets de société ou encore le voyage. Donc voilà, là c'est vraiment les sujets consensuels, mais vous verrez dans l'étude complète qu'il y a bien d'autres sujets. On peut citer notamment la santé, le développement personnel, la politique, le sport, mais encore bien d'autres. On s'est également intéressé dans l'étude à la perception de la publicité sur les podcasts. Et d'abord, est-ce qu'il l'a jugée trop présente, adaptée ou pas du tout présente ? Donc on voit qu'actuellement, étant donné qu'elle est assez peu présente, elle est globalement très bien perçue, la publicité. Plus de 50% la jugent adaptée, 16% ne la jugent même pas du tout présente. Et de ce fait, les 3/4 des auditeurs privilégient un modèle gratuit avec publicité plutôt que payer pour ne pas avoir de publicité sur leur podcast. En termes de format publicitaire, on leur a demandé s'ils préféraient les formats host-read, donc lus par le podcasteur, ou bien des formats de spot classiques. On voit que la majorité n'ont pas de préférence, donc nous disent les deux sans différence, notamment les plus de 50 ans. Pour autant, parmi ceux qui se positionnent, c'est d'abord le format lu par le podcasteur qui est privilégié pour un tiers d'entre eux, et notamment chez les moins de 35 ans. Concernant le moment d'exposition à la publicité, donc au début, au milieu, à la fin, il y a une préférence pour le début, avant le lancement du podcast, pour 50%, voire à la fin pour un tiers d'entre eux, mais pas le milieu. Voilà, ils préfèrent ne pas être coupés dans leur écoute au milieu du podcast. On a ensuite testé l'intérêt pour un podcast proposé par une marque auprès des auditeurs. On voit que le podcast créé par une marque pourrait intéresser plus de la moitié des auditeurs du podcast, surtout les plus jeunes, les moins de 35 ans, 75% d'intérêt.
Et en termes de sujets que les marques pourraient aborder, c'est d'abord parler de sujets ou de causes que les marques soutiennent, plutôt que de faire leur propre promotion. Enfin, 76% estiment que pour une marque, proposer un podcast, c'est plutôt un bon moyen de communiquer. Encore une fois, les jeunes sont encore plus intéressés par ce format de podcast proposé par les marques. Pourquoi ? Eh bien parce que ça va valoriser des dimensions de marque. Ça va travailler sa dimension de proximité envers son audience, mais aussi des dimensions d'innovation. Ça va permettre à la marque de partager ses valeurs, des valeurs de transparence, de crédibilité, de responsabilité. Et c'est aussi un contenu qui est plus intéressant, qui rentre plus en profondeur. Concernant toujours les opportunités, on a chaque année des auditeurs récents, enfin des auditeurs qui arrivent sur le podcast, puisque 32% des auditeurs en écoutent depuis moins d'1 an. Et on voit que c'est surtout le natif qui leur permet d'arriver sur le podcast. C'est plus souvent les auditeurs de natifs qui en écoutent depuis moins d'1 an et également plus souvent les jeunes. Et parallèlement à cette nouvelle audience, il y a également une audience qui est fidèle. C'est 40% qui sont là et qui en écoutent depuis plus de 3 ans. Et pour demain, donc on leur a demandé s'ils envisagent d'augmenter leur consommation, de ne pas la changer. La majorité, 41%, envisage de ne pas changer leur consommation. Elle va rester identique, surtout les plus de 50 ans. Et un tiers envisage de l'augmenter. Et là encore, grâce au podcast natif et chez le public jeune. Donc on voit qu'avec tous ces chiffres, qu'il y a un beau potentiel de développement à l'avenir. Je laisse la parole à Marie pour le mot de la fin. Donc pour conclure en quelques mots, le podcast en France, c'est un média en plein essor. C'est un phénomène qui est bien connu des Français. Comme on l'a vu, 44% d'entre eux écoutent des podcasts, donc 38% des replays radio et 27% des podcasts natifs. La moitié des auditeurs mixent les deux formats. C'est une écoute qui est régulière, donc 2 auditeurs sur 3 écoutent les podcasts chaque semaine. C'est un public qui est jeune et connecté, donc les podcasts touchent surtout les moins de 50 ans, avec une audience encore plus jeune et urbaine sur les podcasts natifs. Et les replays radio attirent plus une audience CSP+, et fidèle aux médias classiques. C'est un marché qui est en croissance. 32% des auditeurs ont découvert le podcast il y a moins d'1 an, comme le précisait Valérie, et un tiers prévoit d'en écouter davantage, notamment les moins de 35 ans. C'est un compagnon du quotidien, donc les podcasts s'écoutent sur smartphone, souvent seul, à la maison ou en déplacement, et pendant les activités du quotidien. C'est un média qui propose des contenus donc variés, comme le montrait effectivement Valérie, sur l'information, l'histoire, le développement personnel, l'humour, la musique sont parmi les thèmes qui sont les plus populaires au niveau du podcast, et les auditeurs sont en recherche d'histoires vraies et de contenus qui sont authentiques. Et enfin, pour clôturer, donc c'est un atout effectivement pour les marques. La publicité sur le média podcast est plutôt bien acceptée, surtout quand elle est racontée par le podcasteur. Proposer un podcast de marque, c'est un bon moyen de communication qui renforce l'image d'innovation, de proximité et de transparence. Merci à vous. Et vous pouvez retrouver donc... Comme je vous disais, vous pouvez retrouver l'étude qui est complète sur le site ACPM à 10h30 avec plus de 68 slides. Donc, voilà. Et je vais laisser du coup la parole à Marianne Levavasseur sur le dynamisme de l'audio digital en 2024. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Marianne Levavasseur, donc je travaille chez Kantar Media et j'ai le plaisir de vous parler du marché publicitaire avec ce baromètre de la veille publicitaire que nous avons mis en place il y a quelques années maintenant. Du coup, c'est vrai que quand on s'intéresse à un marché émergent, le marché émergent il y a 10 ans, il y a des usages, on aime bien les mesurer. Merci au CSA d'avoir complété les différentes études qui existent sur le marché. Et c'est vrai que derrière les usages, effectivement, les annonceurs, les agences médias s'intéressent à savoir quel est le profil pour pouvoir effectivement monétiser et vendre effectivement des espaces pour compléter ce qu'ils peuvent avoir dans des médias divers et variés. Donc cette veille a été mise en place il y a maintenant plus de 10 ans, puisque ça remonte à 2014. Et donc l'idée, c'est que c'est une veille qui est réalisée sur la base de déclaratifs de régie publicitaire en impression servie
Et donc, ça s'est fait en 2014 dans le cadre de la commission audio-digitale du GEST, où un certain nombre d'acteurs, à savoir Deezer, Spotify, Énergie Globale et Radionomie, qui est devenu entre-temps Target Spot, qui est devenu Azerion, se sont mis à monétiser un inventaire audio et ont eu la nécessité de rendre visible cet inventaire audio-digital. Il y a plus de 10 ans, en effet, personne ne vendait de l'audio digital. Donc, ces 4 acteurs se sont dit qu'il fallait vraiment avoir un baromètre pour pouvoir suivre tout ça et rendre attractif ce levier. Au fur et à mesure, vous voyez, un certain nombre d'acteurs ont rejoint la veille, elle se complète. Donc il y a Altis qui a rejoint en 2020 ainsi que Lagardère Publicité, M6 en 2021, TF1 Pub avec les Indés en 2022, Acas Prisma Media en 2023. On poursuit effectivement l'élargissement de la veille avec Ketil Media qui nous rejoint en janvier 2025. Donc c'est intéressant de savoir de quoi on parle. Là, il s'agit du périmètre suivi par Kantar Media. On s'intéresse uniquement au spot audio classique, comme l'a dit tout à l'heure Marie, et non pas au host reading ou format audio sponsorisé, ni au podcast de marque. Donc en effet, si certains annonceurs ne se retrouvent peut-être pas dans la veille audio digitale de Kantar Media, ça peut être probable qu'ils ne fassent que du host reading. Ça peut arriver aussi sans passer par la case spot audio classique. Donc le périmètre, pour être plus précise, effectivement, ce sont les plateformes de streaming musical avec effectivement Deezer et Spotify. C'est les web radios avec notamment toutes les web radios d'énergie, mais aussi Hotmix Radio. Et c'est bien entendu tous les podcasts replay et natifs, donc avec un certain nombre de grandes stations qui sont représentées, et puis bien entendu un certain nombre de podcasts indépendants. Alors, quand on parle de podcast indépendant, effectivement, Hugo Décrypte va être monétisé par Acast. Acast, vous l'avez vu, est partenaire de la veille, on le retrouve. Donc, c'est vrai que vous avez certainement constaté que certains de vos, on va dire, partenaires, je pense au Monde qui est monétisé par Audion, par exemple, ne font pas partie de la veille. Et bien, effectivement, Audion est bienvenu pour compléter cette veille, pour solidifier, on va dire, la base des podcasts dans cette veille qui est effectivement multiple, puisqu'il y a les plateformes de musique, les web radios et les podcasts. Alors, les données sont très intéressantes, puisque au fur et à mesure des années, c'est un marché qui grossit. Et donc, la singularité de la manière dont on présente les évolutions pour ce marché-là, on parle souvent en impression publicitaire plus qu'en valorisation brute. C'était un désir au départ d'un acteur parmi les 4 de ne pas forcément valoriser en brut, sachant que le marché est effectivement petit. Et c'est vrai que c'est pas plus mal, ça nous permet de parler d'impression, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on vend, qu'on achète les campagnes publicitaires. Donc aujourd'hui, le marché en 2024, c'est 6,8 milliards d'impressions qui ont été servies. Donc avec une très belle croissance, sur l'année au total 18%. Donc c'est vrai que c'est un marché vraiment dynamique et avec effectivement un très beau premier semestre à plus 26%. Un deuxième semestre un petit peu moins bon. Et effectivement, on l'a constaté avec un dernier trimestre un petit peu en demi-teinte, en fait, comme l'ensemble du marché publicitaire qui a été peut-être un peu moins important qu'habituellement. Alors derrière ces impressions servies, c'est toujours intéressant de savoir en fait quels sont les secteurs qui tirent en fait, comment sont répartis l'ensemble des investissements dans ce levier-là. Donc c'est toujours la distribution qui est vraiment le numéro 1. Depuis plus de 10 ans, c'est vraiment, voilà. Alors, pour information, moi, il y a plus de 10 ans, j'étais côté, on va dire, plateforme de streaming musical. On a lancé, donc, chez Deezer. On ne savait pas trop, finalement, qui allait se saisir de ces nouveaux inventaires. Et en fait, on a vu très rapidement la distribution s'emparer des inventaires publicitaires de Deezer et de Spotify notamment. Et c'est toujours le cas. Et c'est toujours le cas, je pense, à la fois sur les plateformes, à la fois sur les web radios et à la fois sur les podcasts. Donc très belle toujours dynamique côté distribution, très très belle dynamique également du secteur automobile qui est numéro 2 sur le levier audio-digital et le numéro 3 c'est de tourisme restauration et on le verra après pas mal tiré par un acteur restauration à savoir McDonald's. Donc vous voyez un peu ce top secteur, donc quand même importance massive quand même de la distribution puisque c'est un tiers des impressions qui proviennent de la distribution, mais après quand même un certain nombre de secteurs qui s'emparent de ce levier. Alors après, derrière ça, c'est toujours important, c'est d'avoir le top annonceur.
Donc, on voit bien dans ce top 10 annonceurs la présence des acteurs de la distribution, avec en numéro 1 Leclerc, suivi d'Intermarché, avec Lidl numéro 3, Carrefour numéro 4. Et donc, vous en avez 5 comme ça, 6 acteurs sur le top 10. Donc, à noter quand même, effectivement, la progression assez importante de certains nouveaux acteurs, on va dire, qui font leur entrée dans ce top 10, à savoir McDo, qui a multiplié par quasiment 3 ses investissements de ce levier-là, et Canal+, qui a multiplié par 2, pas ses investissements, pardon, ses impressions publicitaires sur ce levier-là. Donc là, une chose est intéressante, c'est que c'est un top annonceur. Si on avait fait l'exercice sur un top groupe annonceur, le ranking serait un peu différent, puisqu'en effet, le groupe Mulliez serait numéro 1, avec Auchan, Decathlon, etc. Le groupe Stellantis serait numéro 2, avec toutes ces belles marques, Citroën, Peugeot, qui se trouvent plus là dans le top annonceur, ou finalement top 20, top 30. Et puis, le groupe Renault serait numéro 3. Donc c'est important de le préciser, parce que c'est vrai que voilà, dans les usages d'une veille publicitaire, on voit qu'en fonction du top qu'on prend, si c'est annonceur ou groupe annonceur, ça reflète des réalités un peu variées. Néanmoins, vous l'avez vu, très beau dynamisme sur la slide précédente du secteur automobile. Eh bien, ça provient effectivement des investissements du groupe Stellantis notamment et du groupe Renault, qui ont vraiment eu de très belles croissances, parce que je crois que la croissance est à peu près de 100% à peu près sur ces deux acteurs-là. Donc voilà, donc tout ça pour vous préciser que c'est un beau dynamisme qui se poursuit et qui effectivement qui reflète la réalité de ce qui se passe sur les spots audio classiques, principalement diffusés en pré-roll, mais pour certains en post-roll. Voilà. Et donc du coup maintenant je vais laisser la parole à la table ronde, qui vont nous préciser, essayer de savoir à qui profite effectivement cette croissance. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux ce matin. On va démarrer, ça fera arriver Xavier Filleul, qui a un tout petit peu de retard. Donc on va en profiter pour se présenter. Je suis Katia Sanro, co-présidente de la commission audio-digitale du GEST avec Xavier Filleul. J'ai aussi la joie de représenter les éditeurs de podcasts au sein de la CPM. Et je suis par ailleurs directrice générale de Louis Média, studio de podcast natif. Pour démarrer, on va faire un petit tour de table pour vous présenter. Vous allez nous dire voilà, qui vous êtes, la place un peu du podcast dans vos activités ou dans vos investissements, pourquoi on vous a réunis aujourd'hui. On est très heureux d'avoir une grande agence et un annonceur très actif pour voilà, parler ensemble à la fois des chiffres Kantar, de l'étude qui vient de nous être présentée, et puis de cette question. On voit qu'il y a une très forte dynamique aujourd'hui dans les investissements podcast, que ce soit natif ou replay, mais on a envie de savoir qui aujourd'hui récupère les fruits de cette croissance. Donc voilà, je vous laisse vous introduire et puis peut-être nous dire comment ces chiffres présentés par Kantar résonnent pour vous. Ouais, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Marie Perrin, je suis directrice de la marque chez SNCF Connect. SNCF Connect, c'est une des nombreuses filiales du groupe SNCF en grand, comme on dit dans le jargon ferroviaire. Donc, SNCF Connect, c'est l'application qui vous permet de réserver vos billets de train, de consulter vos trajets, etc. Et donc, moi, j'ai en charge des activités de la marque, donc sa notoriété, son image. Ça fait quelques années, même dans mes précédentes expériences, moi je suis très team podcast. Je fais partie des 6% d'auditeurs qui sont complètement dédiés au podcast natif. Donc c'est vrai que personnellement, c'est un format et un levier qui me touche et qui me parle beaucoup, notamment, parce que je vous raconte ma vie, notamment parce que moi je trouve que le podcast, c'est un de ces médias et un de ces formats. Moi, il y a certains podcasts qui ont littéralement changé ma vie, en fait. Il y a certaines, notamment un podcast de Louis qui s'appelle Entre, c'est ça, hein, qui, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont écouté. C'est la saison 1 avec une petite fille.
ou la saison 2. Et voilà, moi, je fais partie de ces gens qui ont découvert le podcast il y a quelques années et dont ce podcast-là, il a changé ma vie. Je me souviens d'où j'étais quand je l'ai écouté. Je me souviens de la voix de cette petite fille. Et donc, il m'avait tellement marqué que je m'étais dit, mais c'est pas possible. En fait, l'impact de ce format, l'impact de ces histoires, je m'étais vraiment dit, mais avec ma casquette professionnelle, c'est sûr qu'il y a une énorme opportunité. Donc voilà, ça fait quelques années dans mes différentes expériences que j'essaie de militer pour que le podcast prenne une part plus grande dans les mix médias, pour qu'on le considère vraiment, qu'on se rende compte à quel point il est puissant d'un point de vue préférence et proximité à la marque. Donc voilà, j'ai quelques batailles comme ça dans, dans mes différentes expériences. Et donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Et bonjour à tous, moi c'est Sébastien Harus, je suis directeur du département Audio-M. Audio-M, c'est le centre d'expertise audio de Groupe M. C'est un département qu'on a lancé maintenant il y a bientôt 2 ans. On fera 2 ans demain, exactement. Et ouais, notre vocation, en fait, c'est tout simplement de rendre visible le média audio dans toute sa diversité auprès de nos annonceurs et aussi de le rendre accessible. En fait, on s'est rendu compte que quand on avait des discussions avec nos annonceurs et avec les marques, ils prenaient conscience en fait de toutes les opportunités du média audio, mais qu'ensuite il y avait un frein, c'était l'accessibilité du média, parce qu'on va le voir tout à l'heure, mais le média est très diversifié avec des façons de communiquer qui sont différentes en fonction des leviers. Et donc on a voulu lancer ce centre d'expertise-là pour aussi le rendre accessible, donc en gérant à la fois les campagnes audio classiques, donc l'audio ads, 30 secondes, mais aussi en intégrant les opérations spéciales, et notamment toutes les opérations spéciales qu'on a l'occasion de monter avec les podcasteurs. Donc on va parler du host thread, on va aussi parler des épisodes co-brandés, mais on intègre aussi toute la production de contenu, et ça va du message de 30 secondes qu'on peut produire pour les annonceurs. C'est quelque chose qui marche vachement bien. On ne pensait pas à l'époque que le 30 secondes allait bien marcher, mais finalement ça a bien fonctionné, tout simplement parce que les annonceurs ont conscience qu'il est nécessaire d'adapter aussi la création au contexte de diffusion. Donc plutôt que de passer par leurs agences, ils préfèrent passer facilité par Groupe M, et on intègre aussi donc le podcast de marque. Et pour terminer, un point qui est malgré tout très important, c'est la mesure d'efficacité, puisqu'on propose aujourd'hui à nos annonceurs toute une mécanique de post-test pour mesurer l'efficacité de leur campagne. L'objectif étant de le rendre le plus systématique possible et essayer d'améliorer l'efficacité de nos campagnes autour de l'audio digital et du podcast. Merci Sébastien. Moi, je suis Xavier Filiol. Excuse pour mon petit retard. Donc, je co-préside effectivement la commission audio digital du Geste avec Katia, et je dirige aussi la société Radioline, qui est un des agrégateurs qui propose un contenu mondial. Et donc, on agrège non seulement les radios, mais aussi les podcasts. Donc, on peut voir un peu les parcours utilisateurs et comment se comportent les préférences et les habitudes. Et effectivement, on voit quand même que le podcast replay est encore plébiscité. En tout cas, on est associé à une application radio. Mais le podcast natif progresse depuis plusieurs années. Et juste pour vous dire, c'est que récemment, donc on vient de signer avec LG, le fabricant de terminaux télé, sur l'ensemble de leurs devices. Ils arrivent en Europe ensemble, et c'est vrai que le podcast était au centre de leur intérêt. Le service s'appelle LG Radio Plus. Je ne fais pas de publicité pour LG, c'est juste pour vous dire qu'une marque de ce niveau-là qui s'intéresse à l'audio, qui continue d'appeler ça de la radio et qui veut, marché par marché, proposer du contenu avec un modèle publicitaire associé, pour nous, c'est une très bonne nouvelle pour l'industrie. Et surtout, c'est intéressant de voir quel type de format ils vont mettre en avant, puisqu'on est quand même sur un support télé, et on va le voir dans nos discussions. Donc évidemment, il y aura de l'audio, mais il y aura aussi de la vidéo, et donc ce sera un ensemble de différents formats. Donc on aura l'occasion d'en discuter à ce moment-là. Mais en tout cas, je pense que et la radio et le podcast, sous toutes ses formes, et dans sa diversité, a besoin qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc on va aussi l'évoquer sur la mesure d'audience. On a besoin de ce type d'études, et on a besoin aussi de pouvoir offrir aux annonceurs et aux agences des outils qui permettent son développement peut-être de manière un peu moins artisanale. Donc si on enchaîne sur l'étude CSA, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, et moi mon focus, j'ai l'impression, c'est que la maison est très importante.
aux gens du podcast. On pense que c'est effectivement une utilisation dans les transports. D'après l'étude, ce n'est pas le cas. On s'aperçoit qu'à 45%, c'est une écoute au casque. Donc, on est à la maison et on écoute au casque. Donc, c'est quand même un schéma un petit peu particulier. Et est-ce que vous avez remarqué ou été étonné par certains chiffres et certaines révélations, puisque, pour tout vous dire, même si on retrouve les profils urbains, surconsommateurs, etc., donc, qui étaient un peu l'idée qu'on en faisait et qui étaient dans les autres études, je trouve qu'il y a des chiffres qui sont quand même un peu nouveaux. Oui, c'est vrai que l'avantage de cette étude, c'est qu'elle confirme beaucoup d'éléments en fait, qu'on avait déjà en tête sur la croissance du média, sur son mode de consommation, sur son côté intimiste aussi. Tu le disais avec l'écoute au casque. Moi, forcément, en tant qu'agence, j'ai plutôt retenu la fin de l'étude et tous les éléments d'appréciation de la publicité. Je trouve que c'est quand même hyper rassurant de se dire que le podcast est un média dans lequel la publicité est acceptée. Alors on sait qu'elle est efficace, mais c'est surtout qu'elle est acceptée, elle plaît. Et ça, c'est sûrement le point qu'on va mettre le plus souvent en avant pour accompagner nos marques et de se dire que voilà, c'est un média qui permet de l'émergence, mais qui permet aussi de créer de l'adhésion sur nos cibles. Je peux rebondir peut-être sur ce que tu dis. C'est vrai que, à titre d'exemple, vous vous doutez que quand on s'appelle SNCF Connect, c'est pas évident d'avoir toujours des publicités qui soient hyper bien reçues, accueillies. Et nous, le podcast, je pense notamment à un projet qu'on a mené avec Katia en fin d'année qui était un peu à l'opportunité, mais on a sponsorisé 2 épisodes du podcast Amour Jungle, et du coup le format c'était du host read par Ben Mazué qui anime ce podcast. Et en fait pour nous l'opportunité elle était géniale parce qu'en fait on a sponsorisé ce podcast, c'est Ben Mazué qui a écrit et dit un spot pour SNCF Connect. Donc en termes d'image, de proximité, c'était vraiment pas une pub quoi. Quand on l'écoute on a l'impression que Ben Mazué a écrit une petite chanson pour SNCF Connect et après ça s'insère extrêmement bien dans son podcast et son propos. Donc c'est vrai que c'est des activations qu'on voit vraiment comme des petits bijoux un peu non publicitaires qui sont quand même de la pub mais qui en termes d'image sont vraiment très complémentaires avec ce qu'on fait par ailleurs d'un peu plus mass market, très top-down sur des médias plus traditionnels. Donc c'est vrai que c'est très complémentaire au reste d'un mix média un peu plus classique quoi. Et alors, on l'a vu dans les chiffres présentés par Kantar, et c'est le cas aussi, il me semble, pour vous deux. Depuis 2 ans, les investissements sont très dynamiques sur le podcast, mais comme on l'a dit, il y a une diversité de formats assez importants. Il y a de l'audio ads, du sponsoring, de l'opération spéciale, du podcast de marque, et chaque année, des nouveautés. Comment aujourd'hui, vous intégrez ces formats qui n'ont pas les mêmes atouts les uns par rapport aux autres dans vos différents mix médias? Ce que j'aime dire à mes clients, c'est que justement le média audio dans sa globalité est en train d'évoluer, il subit une certaine mutation et c'est une mutation aujourd'hui qui permet, avec les différents leviers qui composent ce média-là, donc il y a forcément la radio, les players live, les web radios, les podcasts replay, les podcasts natifs, les plateformes de streaming, que ce soit les plateformes de streaming audio mais aussi vidéo, parce qu'elles permettent aujourd'hui de plus en plus de consommer des contenus audio et aussi, sûrement qu'on en parlera tout à l'heure, des podcasts. Et en fait, c'est grâce à toute cette fragmentation-là et cette diversité qu'on arrive à utiliser l'audio comme un levier qui permet de répondre à tous les enjeux en fait, des marques aujourd'hui. On va pouvoir répondre à des objectifs de conversion, notamment avec la partie radio, la partie player live, donc tout le côté un peu direct, le média de l'urgence qui va nous permettre de générer du trafic de façon quasi instantanée grâce à ce côté urgence du média. Mais aussi, grâce à cette évolution, on constate qu'on est en train de passer d'un média, on va dire, d'accompagnement, notamment avec la radio
et sa consommation digitale aussi. On écoute la radio pendant qu'on s'adonne à d'autres activités. Et en fait, le média est aussi en train de passer sur un média où l'écoute est beaucoup plus active, où l'auditeur choisit ses contenus. Et cette activité-là va nous permettre aussi de répondre à d'autres enjeux, et des enjeux plutôt pas de conversion, justement, des enjeux de pédagogie, de notoriété, d'image, tous les enjeux en fait, qui aujourd'hui ne sont pas relayés sur les médias radio. Donc ça offre des nouvelles perspectives pour nos clients, et c'est justement tous ces leviers-là qu'on essaie de développer de plus en plus, tous ces objectifs de notoriété, pédagogie, image de marque. Donc c'est vrai que ça milite pour quelque chose qu'on défend, c'est quand même une mesure globale sur l'audio digital. Le point de départ de cette mesure globale, c'est déjà d'avoir une méthodologie. Et je remercie la CPM d'avoir accompagné et suivi le mouvement avec l'IABV2, qui est le standard international qui n'était pas appliqué en France avant que la CPM n'y souscrive. Aujourd'hui, on parle des évolutions de l'IAB. Pour les personnes présentes, vous aurez le lien dans lequel il y aura la vidéo qui nous a été envoyée par l'IAB Tech Lab de la personne aux États-Unis qui s'occupe de cette partie technique, donc qui sera dans le replay de cette matinée. Tout ça pour dire que cette mesure, elle est nécessaire, elle est très importante d'être déployée, elle pose plein de questions, comme tu dis, il y a une fragmentation telle que parfois on est en deçà de la lisibilité, on va dire, des statistiques. Donc il faut trouver des moyens de regrouper peut-être des audiences pour qu'elles restent lisibles, sur lesquelles on va pouvoir retrouver des éditeurs, mais par peut-être thématique, pour pouvoir avoir comme ça une visibilité. Dans l'étude CSA d'ailleurs, il y a les thématiques les plus populaires qui ressortent, qui sont peut-être aussi un indicateur. Mais en tout cas, je pense que la CPM, qui fait déjà aussi qui s'occupe notamment de la web radio et de la radio en ligne sur la certification, on va pouvoir travailler à ce type d'unification qui est aujourd'hui souhaité par le marché, en sachant que pour le moment, on ne parle que de trafic. Et le Graal, c'est quand même l'audience. La différence étant que derrière un trafic, on ne sait pas qui sont les personnes, on n'a pas les profils. L'audience permet d'avoir cette information qui permet de cibler les campagnes en fonction des produits qu'on a en radio FM et qu'on désire en radio numérique. La question... Non, la question, c'est aussi de savoir quelle est votre approche plurimédia et d'avoir ces outils aussi à disposition pour pouvoir justement élaborer une campagne. Alors, c'est vrai que, comme vous l'avez bien dit, c'est pas facile d'appréhender le marché et le format. Donc, évidemment, nous, côté annonceur chez SNCF Connect, on a l'aide de notre agence média pour construire ce genre de choses, parce que c'est vrai que tout seul, on arrive à être opportuniste et tactique et travailler en direct avec certains partenaires. Mais c'est vrai que dès qu'on veut construire des plans d'action un peu plus musclés, un peu plus conséquents en termes d'investissement, on a besoin d'un coup de main, parce que sinon on ne sait pas où donner de la tête, pour être honnête. Donc on a besoin de cet accompagnement-là. Et nous, la clé d'entrée, vraiment, quand on travaille sur le podcast et l'audio digital, c'est que pour nous, c'est en fait un levier qui est parmi ceux les plus affinitaires avec notre cœur de cible. Donc en fait, l'indice d'affinité du podcast, il est surpondéré sur le cœur de cible SNCF Connect, et nous, c'est un peu le point d'entrée, et c'est ce qui nous aide à aller vers ce format-là, et c'est à partir de là qu'après on construit nos plans médias ou nos activations. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit un levier qui soit majeur dans nos mix médias, mais c'est vrai qu'il prend de plus en plus de place, notamment aussi, je suis transparente, dans un contexte où il y a d'autres médias plus historiques et statutaires, on va dire, qui ont eu des coûts d'inflation énormes en 2025, que moi, mes budgets, ils n'ont pas fait plus 20%. Donc il y a aussi des arbitrages qui se font comme ça, en disant, voilà, ces médias-là, ils ont pris plus 10, plus 15, plus 20, j'exagère peut-être, là où le podcast, en tout cas à ma connaissance, c'est pas le cas. Donc ça permet aussi de faire des choix un peu économiques, mais qui font sens aussi avec l'affinité du média dans nos stratégies marketing. Ça ne répond pas exactement à ta question, mais... Il me semble que vous avez pu évaluer aussi l'impact de certaines campagnes. Comment ?
Alors nous, on a plusieurs. Donc déjà, évidemment, quand on fait notamment des campagnes avec toi, Katia, évidemment, on suit de près les écoutes. Et nous, on a un brand tracker chez SNCF Connect très, très régulier, donc tous les 2-3 mois. Et du coup, on arrive à savoir quel type d'action a quel impact sur notre brand tracker et sur nos items d'image, notamment celui de proximité. Donc, on n'est pas toujours dans une attribution ultra fine de quelle campagne, quel impact, mais quand même, quand on corrèle certaines campagnes sur un calendrier, on sait qu'il n'y avait pas tellement d'autres activations branding par ailleurs, on arrive à faire des liens de cause à effet qui ne sont pas parfaits, mais qui nous apportent déjà des clés de lecture pour savoir que certaines activations autour du podcast nous ont fait bouger nos items d'image sur soit l'image de la marque, soit sur l'item proximité. Donc ça c'est intéressant. Et d'un point de vue ciblage, est-ce que vous avez une approche plutôt générationnelle ou plutôt par type d'intérêt ou par communauté, parce que ça change? Nous, on a plutôt raisonné par type d'intérêt, puisque ce qu'on avait vu, notamment en regardant, nous, notre cœur de cible, c'était qu'elle était particulièrement affinitaire au podcast natif et sur des thématiques culturelles. L'affinité était très bonne. C'est notamment pour ça qu'on a travaillé avec Louis, encore une fois, sur un projet de sponsoring qui s'appelait Pépite. Donc on avait plutôt raisonné affinité de la cible et affinité thématique. Et combien de temps ça prend pour mettre en place ce type de campagne? C'est assez rapide. Enfin, le plus dur, c'est de convaincre en interne. Moi, c'est les petites slides et les petits... Voilà, mais c'est normal. Mais Pépite, Katia, je pense qu'en 2 mois, même pas. Enfin... 1 mois et demi, 2 mois entre les négociations, vendre le projet en interne et le lancer, ça va plutôt vite. Quand je compare à une campagne, on va dire, classique de pub, qui en fait, moi, à échelle de mon activité, prend plutôt 6 ou 8 mois, quoi. Et Sébastien, comment tu arrives à, on va dire, arbitrer entre l'opération spéciale et le programmatique? Alors on est forcément sur deux objectifs différents, donc l'arbitrage est relativement simple. Ensuite, c'est ce que j'ai raconté un peu tout à l'heure, c'est que les campagnes programmatiques, donc audio ads de 30 secondes, sont des campagnes qui répondent essentiellement à des objectifs de conversion, de drive to store, drive to web. Et là-dessus, je pense qu'on a fait un gros travail d'évangélisation auprès des annonceurs, montrer son efficacité. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné et qui continue à bien marcher. Ensuite, le plus gros de la progression de notre chiffre, se fait essentiellement justement sur les opérations spéciales. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur, c'est que au global de l'audio digital chez AudioM, en 2024, on a fait plus 56%. Et c'est essentiellement tiré par le podcast et essentiellement tiré par les opérations spéciales qu'on mène sur le podcast avec les dispositifs de Hostrel, les dispositifs d'épisodes co-brandés et d'autres intégrations beaucoup plus personnalisées. Et j'ai perdu ta question, pardon. Voilà, du coup, sur le podcast, on va essentiellement travailler toute la création de contenu, la préférence de marque. Donc, on va avoir recours à des dispositifs de Hostrad où on fait intervenir donc, les podcasteurs en nom de la marque. Ça, c'est un dispositif qui est assez chouette et qui, tu en parlais tout à l'heure, qui apporte à la fois la caution du podcasteur et aussi qui permet de prendre le temps d'expliquer les choses et de convaincre en quelque sorte les auditeurs. Et ça, j'aime bien aussi insister là-dessus, c'est que sur le podcast, on est passé sur le média du temps long et on peut prendre le temps d'expliquer plein de choses, y compris sur un 30 secondes. Donc c'est vrai que les 30 secondes, on les utilise essentiellement pour travailler le drive to store, drive to web avec des mécaniques promotionnelles. Mais il faut aussi savoir qu'avec un 30 secondes, on a aussi la capacité de pouvoir délivrer des discours beaucoup plus institutionnels, créer la préférence de marque. Et ensuite, pour parler de l'épisode commandé, c'est un dispositif qu'on apprécie particulièrement chez GroupM et qui fonctionne de mieux en mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas ce dispositif, c'est tout simplement de thématiser un épisode de podcast aux couleurs de la marque. Donc on se met d'accord entre le podcasteur, la marque et l'agence sur le contenu à délivrer. Très souvent, ça peut prendre la forme de l'intervention d'une personne de la marque qui intervient dans le podcast, mais ça peut aussi prendre des formes beaucoup plus originales et beaucoup plus intégrées. Et ça marche vachement bien parce que les podcasts qui durent entre 10, 15 ou même 20 minutes, ça nous offre une possibilité de discours qui est incroyable et d'une façon qui est hyper intégrée. Ça, j'insiste bien là-dessus parce que ça reste un dispositif publicitaire, mais pour l'auditeur, si le podcast est bien fait, si on reste sur les mêmes... sur la même
le même temps que les podcasts habituels, du coup, finalement, l'auditeur va rester connecté à cet épisode-là et va le consommer. Et là, on a fait un travail assez incroyable pour la marque. Donc, on a vu une croissance à 2 chiffres sur l'audio ads présenté par Kantar. Tu dirais que sur la partie OPS, sponsoring, c'est pareil? C'est x3. Pas mal. Non, c'est ce qu'on a vu, ce que Marianne a précisé. Pour l'instant, pas encore. Bientôt, peut-être, on l'espère. On verra la croissance encore plus dynamique, donc, selon vous. Et alors, la question que tout le monde se pose, c'est que tous ces beaux budgets qui alimentent tout le marché, à qui profite le plus? À qui profite cette croissance qu'on voit sur l'audio digital? Vous, quand vous faites vos mix médias, est-ce que vous allez plutôt vers des éditeurs traditionnels qui font du podcast, des nouveaux médias émergents, nouveaux éditeurs de podcast, vers des influenceurs? On les a vus, ils sont de plus en plus nombreux. Vers d'autres types de podcasteurs indépendants. Voilà, où vont ces investissements? Il y a beaucoup de sujets dans ta question, je vais essayer de faire simple. Globalement, cette croissance, elle profite à tout le monde. Forcément, les écoutes digitales augmentent. Donc, du coup, toutes les campagnes audio ads qui font le relais des campagnes radio progressent aussi. On l'a vu tout à l'heure sur l'étude Kantar, mais pas uniquement. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant dans cette étude-là, c'est qu'on se rend compte que les 2 secteurs qui tirent le marché vers le haut, qui sont la distribution et l'automobile, ce sont aussi les 2 secteurs qui tirent vers le haut les investissements du média radio, mais ils sont beaucoup moins présents. C'est vrai que les chiffres sont assez dingues, parce que c'est 33%, je crois, pour la distribution, 11% pour l'automobile, mais sur le média radio, ce sont 2 secteurs qui pèsent beaucoup plus. La distribution, c'est quasiment, en moyenne, c'est 50%. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui n'ont pas recours à la radio, qui viennent justement sur le podcast pour cette capacité de se différencier peut-être à des concurrents et pour endosser d'autres objectifs que des objectifs de trafic. Donc ça profite aux éditeurs radio, forcément, dans toute leur diversification, que ce soit les players live, les web radios, il y a aussi les podcasts replay, mais ça profite de plus en plus. Alors ça profite aussi aux plateformes de streaming, musicales et vidéo, et grâce notamment à leur capacité de ciblage, à la data, qui vont nous permettre vraiment de toucher de façon efficace nos cibles et même de personnaliser les messages grâce à la techno, notamment la DCO. Et ça profite essentiellement de plus en plus en fait, au podcast parce que les annonceurs arrivent sur ce média-là de façon beaucoup plus forte. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on va faire venir donc, je disais des annonceurs qui ne font pas habituellement de radio, mais aussi des annonceurs qui ont des cibles beaucoup plus jeunes. Et en fait, on se rend compte que ces marques-là, qui avaient totalement perdu le réflexe de l'audio parce que les audiences de la radio ont clairement chuté sur les cibles moins de 24 et moins de 34, et on se rend compte que du coup, finalement, ça fait venir des nouveaux annonceurs, des nouveaux secteurs qui vont pouvoir s'adresser à des cibles plus jeunes, et notamment grâce à l'arrivée assez récente des influenceurs qui cartonnent. On le voit, dès qu'un influenceur arrive sur le podcast, les audiences montent à une vitesse assez incroyable. Et ça donne des perspectives hyper intéressantes parce que ça permet finalement à ces marques-là de se familiariser davantage avec l'audio et pourquoi pas ensuite essayer d'aller sur d'autres leviers du média que le podcast. Marie, de ton côté? Je rebondis sur ton dernier point sur l'arrivée des influenceurs. C'est vrai que c'est intéressant pour les marques. Nous, on a sponsorisé pendant 2 ans un podcast audio-vidéo d'un influenceur train, parce qu'il y a des influenceurs train, donc, qui s'appelle Ouraille, que vous connaissez peut-être, donc qui explique voilà, à quel point on peut voyager en train, aller loin en train, à quel point le temps qu'on passe dans le train, il est intéressant, créatif, stimulant, etc. Et donc, Benjamin, il a un podcast qui s'appelle « Je t'offre un rail » et qu'on a sponsorisé pendant 2 ans. Et c'est vrai que pour nous, c'était intéressant parce qu'on avait parfois même du mal, quand on expliquait la nature de ce projet, se dire est-ce que c'est un podcast, est-ce que c'est de l'influence, est-ce que c'est de la vidéo? Parce qu'en fait, c'était un mix des genres entre, voilà, lui, c'était incarné par un influenceur, c'était un podcast, mais c'était aussi relayé en vidéo. Donc c'est vrai que pour nous, c'était une chouette opportunité d'être présent dans un format assez original, particulièrement pertinent avec nos enjeux. Donc c'est vrai que c'est le fait qu'il y ait beaucoup de variété pour l'annonceur, quand on saisit les bonnes opportunités, ça permet de se démarquer et c'est intéressant. Après, il faut être un petit peu joueur, parce que c'est vrai que quand on est parti avec « Je t'offre un rail », on ne savait pas du tout ce que ça allait donner, quoi. Donc... Tu voulais compléter? Non, pas spécialement.
J'aurais plein de choses à dire, mais je pense qu'on doit être un peu pris par le temps aussi. Juste au niveau des nouveaux formats et des nouvelles tendances, tu parlais d'opération spéciale, mais il y a un format qui semble aussi vous intéresser, c'est le podcast live. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Quel est ton intérêt si vous avez fait des expériences là-dessus? Parce que... Quand on fait le bilan de toutes les opérations qu'on a menées en 2024, on a essayé de se projeter sur ce que va être l'année 2025. Et pour moi, il y a deux éléments. Alors, il y a un premier qui concerne pas forcément directement le podcast, mais qui fonctionne quand même hyper bien. J'en ai parlé, c'est la DCO, donc c'est un côté un peu techno. Mais en fait, c'est cette capacité qu'on peut avoir de personnaliser la création en fonction de la cible, en fonction de différents facteurs qu'on a identifiés. Ça peut être la cible, l'heure, le jour, la météo aussi. Et c'est vrai que donc la mécanique elle est simple, c'est qu'on enregistre un message générique, ensuite on va enregistrer des capsules sonores qui vont dépendre de différents facteurs et qui vont s'activer automatiquement grâce à la plateforme. Ça paraît un peu farfelu, un peu fantaisiste en fait comme dispositif, mais c'est un dispositif qui est hyper efficace parce que ça va vraiment nous permettre de gagner l'adhésion de l'auditeur. Alors c'est vrai qu'on peut jouer sur la tranche horaire, c'est rigolo, hein, le matin on diffuse une création qui est un peu différente, mais si on utilise vraiment de façon pertinente cette techno-là, elle permet vraiment de gagner en efficacité. On l'a fait par exemple récemment pour un complément alimentaire phytose, donc pour améliorer le sommeil, et en fait on a joué sur les tranches horaires, mais justement, on avait un message spécifique le matin qui, en gros, avait pour vocation de toucher les auditeurs qui avaient passé une mauvaise nuit. Un message différent aussi le soir pour les auditeurs qui allaient se coucher, qui avaient peut-être une appréhension de ne pas bien s'endormir. Et c'est surtout qu'on l'a adapté en fonction de la cible. Donc, on avait identifié différentes cibles, notamment des couples avec des jeunes enfants, donc qui passent des journées un peu compliquées et qui ont du mal à trouver le sommeil, et aussi des étudiants en période de révision qui ont besoin de passer une bonne nuit. Et donc, on avait différentes variables comme ça, et ça nous a permis d'avoir vraiment pour chacune des cibles, en fonction des contextes horaires, d'avoir un message qui est spécifique. Et ça, on le constate, hein, ça a hyper bien marché en 2024 et ça continuera de fonctionner encore plus en 2025. Donc si on t'écoute, cette pluralité de formats, ça booste votre créativité à 400%. Ça booste la créativité et ça permet surtout aux annonceurs de pouvoir se rendre compte qu'on peut vraiment s'adresser sur plein de façons différentes et effectivement de jouer sur la créativité pour rendre les campagnes beaucoup plus efficaces. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est toutes les opérations spéciales. Forcément, on fera davantage de host-read, on fera davantage d'épisodes commandés. Et sur le podcast, du coup, il y a des perspectives qui sont assez dingues. Et tu parlais du podcast live. Et je trouve que ça illustre en fait cette évolution du média et le fait que le podcast est devenu un média à part entière. Voilà, c'est pas un élément de plus sur le marché de l'audio, c'est vraiment un média à part entière qui se diversifie, donc qui propose à la fois de la vidéo, tu en parlais tout à l'heure Marie, mais qui permet aussi d'enregistrer des podcasts en direct, et notamment pour des marques. Donc on met autour de la table différents podcasteurs qui vont débattre sur un sujet. Ça c'est assez chouette parce que du coup sur un même sujet, on va pouvoir avoir des avis vraiment différents et complémentaires pour une marque, avec pourquoi pas un podcasteur jeune, un podcasteur un peu plus âgé ou un podcasteur un peu plus B2B. En fait, c'est toute cette diversité de vision en fait, des podcasteurs qui vont permettre de délivrer un discours hyper complémentaire. Et le fait de l'enregistrer en live, le fait de le capter en vidéo, va permettre ensuite de donner une résonance beaucoup plus importante à ce dispositif sur les réseaux sociaux et aussi reprendre ces podcasts-là, les diffuser sur tous les feeds des podcasteurs qui seront intervenus et de générer des audiences beaucoup plus importantes. Et ça, c'est assez chouette parce que c'est l'intérêt d'ailleurs du podcast associé à des podcasts qui existent déjà, comme le host-read de l'épisode commandé, c'est que contrairement au podcast de marque où l'exercice de fédérer le plus grand nombre est assez complexe, là on a la chance, grâce à ces dispositifs-là, d'avoir un bassin d'auditeurs qui existe déjà. Et si on multiplie le nombre de podcasteurs autour d'une table, bah forcément on donne une résonance beaucoup plus importante sur la consommation audio de ce contenu-là. Ou via le feed drop aussi, tous ces nouveaux outils qui apparaissent d'année en année et qui Exactement, permettent de booster les plans de médiatisation. Exactement, ouais, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement le podcast n'est pas un média de niche, qu'on a tous différents leviers pour lui donner une visibilité qui est assez incroyable et c'est peut-être ce qui nous portait préjudice tout au début en fait, de l'histoire, et là aujourd'hui on est en train d'apporter des solutions de dispositifs vraiment d'envergure sur le podcast. Et alors, pour revenir à la CPM, on dit souvent, et je sais qu'il me reste 2 minutes, on va conclure par ça avant éventuellement de prendre une question. Il y a un réflexe qui se met en place d'aller toucher le top 20, par exemple, des podcasts du classement ACPM. Est-ce que c'est
quelque chose que vous faites? On dit souvent que le top 20 est tout le temps plein. Est-ce que c'est vrai? Nous, j'avoue, on regarde, mais c'est pas ça forcément qui nous fait prendre nos décisions. Mais c'est vrai que par curiosité, c'est toujours intéressant. Mais comme nous, on cherche plutôt à travailler la préférence sur un cœur de cible un peu resserré. Le top 20, c'est intéressant quand on est peut-être un peu plus dans des logiques de puissance et de notoriété. Donc, on regarde plus pour notre culture média, mais pas tellement pour prendre nos décisions. C'est assez rassurant, forcément, de prendre un podcast qui est certifié ACPM et qui est dans le top 20 pour convaincre un annonceur, c'est toujours plus simple. Mais on ne se limite pas, c'est l'intérêt du podcast justement, c'est justement de définir des thématiques, des cibles, pour pouvoir intégrer davantage la marque. Donc si on se limite au top 20, on va répondre en partie à l'objectif et on va avoir plutôt, nous, tendance à essayer de recommander des podcasteurs qui ont des audiences qui sont beaucoup plus petites, plus confidentielles, mais qui ont toute la légitimité en fait sur ce volet-là. C'est d'ailleurs pour ça que je rebondis sur ta question du tout début, qu'on est favorable à une écoute d'audience globale qui permet d'intégrer dans les performances à la fois les éditeurs radio, mais aussi les podcasteurs indépendants et donner plus de visibilité à des podcasteurs qui ont des audiences qui sont beaucoup plus confidentielles, parce que finalement, leur contenu, même s'il apporte de l'efficacité pour nos campagnes publicitaires, ce sont des contenus qui ont du sens. Et on aime bien aussi soutenir, nous, ces initiatives-là. Ce sont des podcasts qui ont un rôle sociétal important sur plein de sujets, sur l'égalité des genres, sur les enjeux climatiques, sur les défis environnementaux, sur le bien-être aussi. Et c'est vrai que chez GroupM, on est très attaché aussi sur le soutien financier de ces éditeurs-là. Donc on essaie de prendre le temps de leur donner la visibilité qu'ils méritent. Et les annonceurs sont très souvent hyper réceptifs. Et ensuite, c'est grâce à l'addition de tous ces petits podcasts qu'on va réussir à travailler un auditoire beaucoup plus important. Pour conclure, est-ce qu'il y a un dernier sujet que vous vouliez aborder de votre côté, un dernier élément Comment vous voyez l'année 2025 ? Moi, sur l'année 2025, du coup, il y avait en effet le mix des genres entre influence, podcast et vidéo que je trouve particulièrement intéressant. Et je suis assez d'accord avec ce que tu disais aussi sur... moi, je trouve que le podcast, il a aussi une vertu dont on n'a pas du tout parlé. C'est que moi, je trouve... Enfin, c'est très personnel, mais je pense que ça doit être vérifié dans certaines études. C'est que je trouve que c'est un média ou un format qu'on a beaucoup plus envie de partager que d'autres peut-être. Et donc quand on écoute un bon podcast, moi j'ai trop envie de le partager. Donc je trouve que c'est aussi quelque chose qui est très puissant pour les marques qui cherchent à faire bouger les lignes en termes d'image et du coup ce côté vraiment pouvoir de prescription du podcast qui je trouve qui est vraiment intéressant et sur lequel je pense qu'il y a plein de choses à faire pour les marques. Sébastien, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, si j'ai 2 minutes, j'en profite. J'aimerais réagir par rapport à quelque chose que tu disais tout à l'heure. Et du coup, je rajoute encore une couche sur l'étude globale audio. C'est vrai que nous, de notre côté, dans notre quotidien, on a beaucoup plus de facilité de convaincre un annonceur qui en consomme du podcast. Et ça, du coup, ça marche hyper bien. Il y a des discussions qui sont hyper riches et on avance assez facilement. En revanche, sur des annonceurs qui n'ont pas trop d'affinité, c'est là où tout le travail est assez compliqué. Et une mesure d'audience plus globale, avec des certifications, avec des règles qui sont communes pour tout le monde, ça nous faciliterait quand même pas mal la tâche. Et en 2 mots, pour se projeter sur 2025, plus de DCO, plus d'opérations spéciales. Et ensuite, j'aimerais bien réagir aussi par rapport à l'étude qui a été présentée tout à l'heure, parce qu'on se rend compte que finalement, sur la consommation du podcast, elle progresse très rapidement, mais il y a encore un énorme potentiel de développement d'audience. Il y a tout le sujet de la découvrabilité des contenus aussi qui est en train de se poser. Et en fait, ça nous fait dire qu'en fait, on est au tout début de l'histoire encore et qu'il va se passer encore plein de choses sur les intégrations de contenu. On en parlait tout à l'heure avant la conférence, et que quand on reçoit un brief d'une année sur l'autre, c'est le même, mais sur la 2e année, on va répondre de façon différente parce que les choses ont vachement évolué. Et ensuite, avec l'intelligence artificielle, on a encore des opportunités qui vont rendre le média encore plus passionnant. C'est que le début, c'est une bonne conclusion, je pense, pour terminer cette table ronde. Je vous remercie beaucoup d'être venu partager toutes ces informations et expériences avec nous ce matin. Je te laisse conclure. Merci beaucoup. On vous applaudit. S'il y a une question, effectivement, elle peut être posée maintenant. Je ne sais pas si je vois des mains levées ou juste après, autour d'un petit café bien mérité. En tout cas, moi, c'est vraiment un plaisir, puisqu'on a la chance à la CPM d'être dans un poste d'observation des médias. Et quel plaisir de voir que cette énergie, en fait, sur l'audio digital, sur les podcasts en particulier, mais sur l'audio digital en général, puisque vous savez que c'est pas facile dans tous les secteurs des médias en ce moment.
temps, mais là on sent une énergie, on sent des perspectives, on sent aussi une volonté donc de faire évoluer, de faire progresser tout ça. Donc c'est très, très motivant. Ça donne le moral. Nous, justement, on tente à notre petit niveau, effectivement, d'accompagner la création, d'accompagner justement tous ces éditeurs qui, chaque jour, du plus petit au plus grand, puisqu'il n'y a pas que le top 20 à la CPM, il y a 741 podcasts qui sont publiés chaque mois et on peut tous les trouver. Donc, effectivement, on ne met pas en avant que les 20 premiers et heureusement, c'est l'objectif de la CPM. Vous pouvez retrouver l'ensemble de cette conférence sur le site ACPM et j'imagine que le geste fera de même de son côté et pour diffuser très largement cette conférence et les études qu'on en a vues. Je vous dis merci beaucoup à tous de votre participation. Un petit café et à très bientôt.